This meeting is being recorded. Alors, on va juste attendre encore quelques instants, le temps que les derniers participants se joignent à nous et on va commencer. Parfait. Alors, écoutez, on va commencer et puis les autres participants se joindront à nous au fur et à mesure. Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors, merci d'avoir pris le temps encore une fois avec nous aujourd'hui pour assister aux conférences mémorables. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Dr Noa Bengayet, directrice recherche et développement à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, les conférences mémorables sont rendues possibles grâce au soutien financier d'Eli Lilly, le consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, et à la collaboration de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, nous allons tout d'abord commencer par la logistique et les détails techniques. Alors, le son est obtenu grâce à votre système de son intégré à votre ordinateur ou via votre ligne téléphonique. Donc, quand vous vous êtes connecté sur la plateforme Zoom, vous avez choisi l'une ou l'autre des options. Et quant au visuel, il est accessible en ligne à partir du lien qui vous a été envoyé avec les détails relatifs à la connexion. Donc, si vous m'entendez et que vous pouvez voir la première diapositive de la présentation, vous êtes au bon endroit. Alors, dans le but de minimiser le bruit de fond et de garantir une meilleure qualité de son, les participants ont été tous mis en sourdine. Et pour ceux qui se joignent à nous via le téléphone, vous êtes également mis en sourdine. Donc, ce qui fait que vous ne pourrez pas prendre la parole directement. Il faudra lever la main ou utiliser la boîte de dialogue à cet effet. Alors, afin de respecter l'horaire, je vous demanderai également de garder vos questions pour la période de questions-réponses à la fin, pour justement permettre une présentation fluide et également pour pouvoir offrir ce webinaire à un plus grand nombre. Le webinaire est enregistré dans sa globalité et vous recevrez d'ailleurs à la fin de la présentation un courriel avec le lien d'enregistrement que je vous invite à partager également dans votre réseau. Alors, professeur Voyer présentera pendant plus ou moins 45 minutes et nous conserverons une quinzaine de minutes à la fin pour la période de questions-réponses et une discussion. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, professeur Philippe Voyer, dont la présentation s'intitule, comme vous le voyez, les cris, l'errance, la résistance aux soins, comment décoder ces comportements pour mieux les prévenir. Je vais vous faire une brève biographie de Dr Voyer, étant donné qu'il va également se présenter lui-même. Il est professeur titulaire, directeur du programme de premier cycle et responsable de la formation continue à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Il est également chercheur au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec et au CIUS de la capitale nationale. Alors, merci Dr Voyer d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je vous dis bonjour. Je vois le nombre de participants de 73 personnes. C'est quand même fascinant. Aujourd'hui, la technologie, comment ça facilite la communication entre nous. Donc, ça me fait plaisir de, en fait, justement, échanger avec vous sur les fameux symptômes comportementaux, psychologiques qu'on associe aux troubles neurocognitifs majeurs. Donc, effectivement, j'avais mis une diapo là, pour me présenter, mais je pense que vous l'avez quand même très bien fait. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit, ce qui signifie que on va aller au but de notre webinaire. Comprendre la personne atteinte de problèmes de mémoire qui manifeste un besoin compromis par ses comportements. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous donner les bases qui vont favoriser l'interprétation la plus juste possible
de ces comportements-là, de distinguer ce qui est plutôt normal, attendu, versus peut-être des comportements qui mériteraient une investigation plus approfondie. Donc, c'est de ça qu'on va jaser ensemble. Donc, justement, d'entrée de jeu, distinguons l'effet de la maladie d'Alzheimer et versus les manifestations d'un besoin compromis. Et quand je dis maladie d'Alzheimer, là, c'est pour économie de mots pour le reste du webinaire, je fais référence à tous les troubles neurocognitifs majeurs, troubles cognitifs, corps de Lewy, frontotemporal ou encore vasculaire. Donc, c'est la grande famille des troubles neurocognitifs majeurs, mais qu'on simplifie par le terme maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, la maladie en tant que telle, comme on le sait, c'est neurodégénératif. Ça a des impacts sur le plan cognitif, sur le plan neuronal. Donc, il se passe quelque chose au niveau du cerveau de la personne et ça se manifeste par, entre autres, des problèmes de mémoire. Donc, les problèmes de mémoire vont faire en sorte que la personne a des oublis. Donc, jusqu'à date, vous n'avez rien appris. Mais, en fait, l'interprétation qu'on en fait dans les milieux, évidemment, moi, mon expérience est particulièrement dans les milieux cliniques, plus que ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe au domicile avec le proche aidant quand même, et dans les CHSLD. Donc, je vais vous donner des exemples qui émanent un peu plus de ma réalité, mais je pense qu'ils peuvent être transférés là, dans toutes sortes de réalités selon où vous travaillez ou où vous accompagnez des gens. Donc, les troubles de mémoire, en fait, c'est ça. La personne, elle a des oublis. Fait que si elle a des oublis, elle, par exemple, dans l'image que vous voyez là, cette dame âgée-là, elle était infirmière. Elle, c'est comme ça qu'elle se perçoit. Certaines personnes vont parler d'un plongeon rétrograde, c'est-à-dire que plus la maladie avance, plus il y a des pertes neuronales, plus on se retrouve où est-ce que la personne recule toujours décennie par décennie dans une certaine réalité. Et là, dans l'image qui vous est présentée, la personne, elle, est à l'époque où elle travaillait. Donc, c'est certain qu'elle peut adopter des comportements où est-ce qu'elle veut aller soigner les autres personnes de l'unité de soins. Ça va arriver. Il y en a qui font des tournées. Ce sont des résidentes là, puis ils font des tournées dans les autres chambres. Elles veulent soigner, elles les approchent et tout, parce que dans leur tête, sont réellement encore infirmières. C'est leur réalité. Donc, la personne qui dit « je m'en vais travailler », cet élément de base-là ne peut pas être plus de base que ça dans la maladie d'Alzheimer d'avoir des troubles de mémoire. Mais il va arriver que ce soit le proche, que ce soit l'intervenant qui va dire « Mais non, vous n'avez pas travaillé, voyons, Madame Côté, vous avez 87 ans, là, vous êtes en hébergement, là, c'est le temps de relaxer, vous êtes à la retraite et tout. » Et là, la personne, évidemment, « Mais non, je m'en vais travailler. » Puis elle, dans sa réalité, c'est très fort. Et si l'intervenant insiste parce qu'il n'a pas été préparé adéquatement, ou le proche, les proches aussi font beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne sont pas des professionnels qui ont été formés, fait que ils peuvent dire aussi non, la replacer dans sa réalité, il peut y avoir une escalade. Et là, ça peut faire en sorte que il y a la chicane, puis il y a une intensité de comportement et la frustration, puis ça peut se rendre jusqu'à des comportements d'agressivité physique si la personne insiste toujours. Par rapport, on peut s'imaginer dans ce scénario-là qu'elle veut qu'elle s'en vienne dans sa chambre pour s'habiller, par exemple. Mais si elle veut aller travailler, puis c'est pas ça qui se passe, si la personne insiste, ça peut arriver qu'elle soit brusque à un moment donné, la dame, parce qu'elle dit non, laisse-moi tranquille. Puis l'autre intervenante, si elle dit non, j'ai un soin à donner, puis j'ai 4 autres résidents qui attendent après, pour que ça se fasse là, là, on a un cocktail parfait pour qu'il y ait des troubles du comportement, de l'agressivité qu'on va appeler. Puis en réalité, c'est pas le cas du tout. C'est juste de la base. Une belle petite musique qui vient de s'ajouter. Là. Je ne suis pas le seul à entendre ça. Ah, ça sonne. Est-ce que je suis le seul à entendre ça, Madame de la Cédazameur? OK, ça a l'air que oui. Donc, alors ce que je disais, c'était que finalement, il y a des situations d'escalade qui sont des causes vraiment simple d'incompréhension de la maladie. Je fais des projets de recherche dans différents secteurs. J'en fais entre autres dans les urgences parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui ont des troubles cognitifs qui visitent l'urgence parce qu'évidemment, quand tu as la maladie d'Alzheimer, tu n'es pas immunisé contre d'autres maladies. Tu peux faire une pneumonie. Et évidemment, ceux qui ont la maladie d'Alzheimer sont déjà fragilisés. Fait que des fois, ils vont davantage faire des déliriums qui s'ajoutent à la maladie d'Alzheimer. Mais là, je vois ça, moi, à l'urgence, des intervenants parfois qui vont dire à la personne « Écoutez, là, M. Côté, ça fait 3 fois que je vous le dis, là, on n'a pas juste vous à soigner ici, là.
C'est 3 fois que je vous le dis, votre examen, ça va être après-midi. Là, j'ai pas le temps. Donc, on voit des intervenants qui, à un moment donné, interviennent avec impatience parce qu'ils se disent, ben là, c'est 4 fois que je vous le dis, mais c'est parce que la maladie, elle amène des troubles de mémoire. C'est prévisible. Donc, faut juste comprendre la maladie puis savoir que d'accompagner ces personnes, c'est de s'engager aussi on va répéter. Et c'est la réalité. C'est comme, on répète tout dans notre réalité. Hein. Moi, je suis prof à l'université, là. C'est sûr que je répète à chacun des groupes beaucoup d'éléments similaires, mais c'est essentiel parce qu'à chaque fois, la personne, il faut se dire qu'elle, c'est nouveau pour elle. Mais ici, c'est parce que c'est la même personne avec la maladie, mais elle n'encode pas. Donc, c'est naturel qu'il faut répéter. Fait que ça, c'est pas un SCPD, c'est pas de l'agressivité, c'est pas une personne qui fait des demandes répétées. C'est juste normal dans le contexte de la maladie. Si on continue, toujours juste avec la base, bien, les troubles de mémoire vont faire en sorte qu'on a des problèmes de reconnaissance qu'on appelle l'agnosie. Donc, la personne ne va pas reconnaître, par exemple, si c'est le temps de manger, puis on peut dire à la personne, bien, prends ta fourchette, et là, ta fourchette, tu peux manger. Mais la fourchette, c'est un concept qui est sémantique, qui est un symbole, donc il faut que la personne la reconnaisse. Et là, elle ne prend pas la fourchette. Alors, évidemment, encore là, il y a des gens qui vont insister. Et on a même dans les listes de troubles de comportement, dans certaines échelles, où est-ce que la personne est résistante et tout, mais en fait, des fois, c'est juste de la compréhension. C'est de ne pas reconnaître les choses. On peut en tirer avantage. Comme vous voyez à l'image, dans le fond, c'est le même corridor. Et vous avez un corridor qui finit sur une porte. Bien, en fait, on peut jouer des tours à la maladie, en fin de compte, puis en tirer avantage, parce qu'au lieu que la personne soit sur la porte puis attende de sortir, bien, on peut camoufler la porte. Donc, on peut faire une petite terrasse comme ça, tout simplement, qui c'est camouflé. Ça, c'est à la Maison L'Étincelle. C'est à Montréal, ça, cette petite terrasse-là. Donc, ça, c'est de la base de la maladie. Si c'est mal compris, ça peut nous amener à avoir ce qu'on va appeler des troubles du comportement. Mais en réalité, c'est pas le patient, le résident, la personne atteinte qui est le problème. C'est la mauvaise compréhension des gens qui l'entourent. Si on continue avec notre exemple des fourchettes, bien, il y a aussi un autre aspect qui arrive avec la maladie, c'est l'apraxie. Donc là, c'est une difficulté à se rappeler comment faire certains mouvements. Donc, il y a une altération à ce niveau-là. Ce qui va faire que peut-être qu'elle peut reconnaître la fourchette, mais elle n'est pas capable de l'utiliser correctement. Elle n'est pas capable d'utiliser son couteau, elle n'est pas capable de couper la viande. C'est des choses qui peuvent arriver dans la maladie, normalement, à un certain stade. Donc, ce n'est pas des troubles du comportement. Parce qu'on voit dans certaines échelles, des fois, difficulté, s'habiller, se déshabiller, met plusieurs morceaux de linge sur lui comme étant des troubles du comportement. Non, c'est pas des troubles du comportement, c'est des petits défauts qui arrivent avec la maladie dans ce que la personne va faire dans son quotidien. Le fait qu'elle n'est pas capable, certaines personnes, de boutonner leur chemise, c'est des exemples aussi. Donc, on anticipe ça. Évidemment, le classique, la désorientation spatiale, donc se perdre, donc s'égarer. Parfois, les gens vont utiliser le terme fuguer. C'est pas des adolescents qui veulent quitter leurs parents, c'est plus des gens qui s'égarent parce qu'ils sont désorientés en raison de la maladie. Donc, encore là, se perdre, bien, c'est pas un trouble du comportement, c'est un effet anticipé de la maladie. Désorientation temporelle, donc est-ce qu'on est l'avant-midi, l'après-midi? Est-ce que c'est l'heure du souper? Est-ce que c'est le jour, la nuit? Hein? Il y a des gens qui se lèvent la nuit et ils sont convaincus que c'est le jour. Donc, ce ne sont pas des troubles du comportement. Ce sont des conséquences, encore là, de la maladie. Mais si ce n'est pas compris, si on ne comprend pas le besoin compromis que je vous parlais tantôt, bien encore là, on peut avoir des escalades qui arrivent à ce niveau-là. Parce qu'on veut convaincre la personne avec des arguments rationnels, alors que bien, elle n'a pas la capacité de jugement ou de raisonnement à un certain stade pour interpréter ça correctement. Autre chose qui peut arriver, c'est le cerveau, encore là, va jouer des tours à la personne, donc il peut y avoir des illusions. Les illusions, c'est déformer quelque chose qui est normal, mais elle le déforme d'une manière que ça peut lui causer de l'anxiété, du souci, des peurs. Ça peut causer des comportements d'agressivité.
que la personne peut crier après, par exemple, une patère qui est dans un coin de sa chambre avec un certain ombrage qui l'a amené à interpréter comme une menace la patère. Mais encore là, quand on connaît l'effet potentiel de la maladie sur les illusions, bien, dans notre environnement, on va s'assurer d'avoir un éclairage optimal, puis on va essayer d'éviter qu'il y ait des formes ou des choses qui vont susciter ce genre d'inquiétude-là. Par exemple, au niveau des repas, bien, si on prépare des repas, bien, des fois, des épices, comme on voit sur la photo, peuvent nous plaire, nous, mais si on a la maladie d'Alzheimer et qu'on a des illusions, il est possible qu'on croie que ce soit des insectes. Et là, la personne va commencer à tasser les grains, les herbes de son plat avec ses mains. Et là, le proche, l'intervenant va dire « Voyons, je ne joue pas dans ta nourriture, qu'est-ce que tu fais là? Il ne faut pas faire ça. Voyons à quoi tu penses. » Si la personne est impatiente et tout ça. Et encore là, ben finalement, c'était possible de le prévenir. Il fallait juste pas mettre ce genre d'épices-là pour une personne qui a tendance à avoir des illusions. Alors, des comportements, des symptômes comportementaux, oui, ça l'arrive. En fait, tout le monde en a tôt ou tard dans la maladie parce que, évidemment, ils ont des interprétations parfois erronées, des intentions, des bonnes intentions d'un intervenant. Donc, comme on voit sur l'image, là, elle se fait tirer les cheveux, elle voulait pourtant mettre les chaussures, mais peut-être qu'elle pensait que la personne voulait lui voler ses chaussures. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe toujours dans la tête des gens. Donc, il faut anticiper cette imprévisibilité-là. Il faut donc éviter de se positionner en vulnérabilité lorsqu'on accompagne les gens. Mais évidemment, il y a des facteurs de désinhibition dans certains troubles neurocognitifs majeurs, comme les types frontotemporaux. Bien, on le sait qu'il y a de la désinhibition. Alors là, il y a des gens qui vont avoir des propos grossiers. Et quand il y a une désinhibition, bien, en fait, ils vont dire ce qui leur passe par la tête sans que le filtre soit là. Alors, lorsqu'on est un nouveau préposé qui est engagé dans une résidence et comme dans notre 3e journée, puis on a un surplus de poids ou encore qu'on a un gros nez, puis que là, la personne avec le trouble neurocognitif frontotemporal, la première affaire qu'il nous dit, c'est « t'as donc bien un gros nez ». C'est sûr que la personne, elle peut dire « ben voyons, c'est pas gentil », etc. Ben, le frontotemporal, comme vous savez, c'est une maladie particulière où est-ce qu'il y a cette désinhibition-là, mais il y a aussi une perte d'empathie. Donc, elle ne soit pas tellement touchée par le fait que la personne dise que c'est pas gentil. Il y a des bonnes chances qu'elle s'en balance. Donc, c'est pas facile à ce moment-là pour ces intervenants-là de bien comprendre comment composer les situations. Donc, ça demande de l'accompagnement des équipes en tant que tel. Mais encore là, l'agitation verbale, propos grossiers, c'est un CPD dans un cas frontotemporal, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est probablement juste ce qu'on peut anticiper qui arrive. Quelqu'un peut arriver avec du linge habillé d'une certaine couleur ou autre, et encore là, se faire passer des commentaires. Donc, alors, puis là, bien ici, vous voyez, elle tire les cheveux, on pourrait dire elle a de l'agitation, elle est agressive, donc ça va prendre de l'aldol, des antipsychotiques, la prochaine fois je l'habille parce qu'elle est agressive, mais finalement, elle voulait seulement se protéger parce qu'elle ne comprenait pas bien l'approche qui avait été utilisée pour l'habiller. Alors, c'est assez complexe, de dire c'est quoi des troubles du comportement. Eh bien, il faut d'abord distinguer les troubles du comportement de ce qui est normal, ce qu'on doit anticiper, puis plus on est bien préparé, plus on sera en mesure de bien accompagner les personnes. Donc, ce qui nous amène à la compréhension de c'est quoi des SCPD. L'acronyme en passant, le SCPD, c'est lui qui est suggéré par l'Association internationale de psychogériatrie. C'est symptômes comportementaux psychologiques de la démence. Donc, je le raccourcis comme ça. Mais il y a une manière de voir ça différent, qui est les manifestations des besoins de compromis, que je vais vous parler dans une seconde. Mais la classification qu'on donne, ou les indicateurs cliniques qu'on pourrait voir pour une personne qui a des symptômes psychologiques de la démence, bien, on parle d'anxiété, dépression, idées délirantes, illusions, hallucinations. Ça peut tout faire partie des symptômes psychologiques. Et au niveau des symptômes comportementaux, on parle d'agitation verbale, agressive ou non agressive,
physique agressive ou encore là, de l'agitation physique qui serait non agressive. Donc, encore là, vous voyez des exemples qui sont donnés dans ces comités d'experts. On parle de déambuler, on parle d'errer, on parle d'accumuler des objets. Mais tout ça peut aussi être des comportements tout à fait normaux qui témoignent d'une personne qui s'ennuie, tout simplement. Puis peut-être que dans sa tête, elle est en train de faire du ménage. Donc, tout est relatif. Alors, un modèle, je vous dirais, qui a quand même fait sa place maintenant, c'est en 1996 qui a été présenté, c'est le modèle du besoin compromis. Alors, pour cet auteur et ces auteurs, en fin de compte, la manière simple qu'on peut décrire, c'est quoi un SCPD? C'est tout simplement la manifestation la plus adaptée aux capacités résiduelles de la personne, en outre ses capacités de communication, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay? Donc, c'est la manifestation d'un besoin compromis. Et pour nous, notre objectif, c'est pas de changer le comportement, mais c'est plutôt de trouver la cause du comportement, donc le besoin compromis, pour répondre au besoin compromis, puis que finalement, va nous permettre de modifier le comportement. Donc, ici, je vous dirais l'analogie que je fais fréquemment, c'est de dire, écoutez, les SCPD, un symptôme comportemental relié à la maladie d'Alzheimer, on peut interpréter ça comme de la toux, à tousser. Donc, si une personne se présente chez le médecin parce qu'il tousse, bien, le médecin ne dira pas « voici un antitoussif » pour faire cesser la toux. Hein, parce qu'il y en a qui vont tousser parce qu'on c'est en lien avec une sinusite, il y en a qui c'est en lien avec une pneumonie, il y en a qui c'est en lien avec une bronchite, il y en a qui c'est en lien avec des effets secondaires d'un médicament, il y en a qui c'est relié à des problèmes d'embolie pulmonaire. Il y a quand même plusieurs causes potentielles de la toux. Et on va toujours traiter la cause de la toux pour modifier la toux. Ben nous, dans le fond, ce qui est important, c'est de toujours travailler sur la cause pour changer le comportement. Par le passé, dans ce qu'on faisait, si vous vous souvenez, au début des années 2000, la personne qui faisait de l'errance, qui a la maladie d'Alzheimer, bien, pour faire cesser l'errance qu'on appelait intrusive qui rentrait dans les chambres des autres, on mettait une contention physique. Donc, évidemment, on éliminait le comportement, mais on ne répondait pas aux besoins. Et on sait les effets contre-productifs que ça faisait chez la personne. Donc, on a M. Côté, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, se lève vers 23 heures le soir, par exemple. Et là, votre collègue, là, on peut dire le proche aidant, on peut mettre ça à toutes les sauces, là, c'est vraiment juste un exemple, tente toujours de le recoucher sans succès. Okay? Donc, M. Côté est élevé, puis là, ben, M. Côté se lève, fait que là, l'intervenant vous dit, écoutez, M. Côté, c'est la nuit, il faudrait que vous alliez vous coucher, là. C'est parce que c'est la nuit, on ne va pas déranger les autres, etc. Fait que là, il le ramène dans sa chambre, puis il couche. Ça ne prend pas 30 secondes que M. Côté est encore debout puis est en train d'arriver vers le cadre de porte, etc. Là, disons, M. Côté, on vous l'a dit, là, c'est la nuit, il faut dormir. Venez vers moi, là, fait que là, on ouvre le rideau pour regarder, là, c'est la nuit. Fait que là, il faut vraiment dormir, c'est la nuit comme tout le monde. Là, on le recouche. Ça ne prend pas 2 minutes, il se relève encore. Fait que là, l'intervenant dit, là, il l'amène, il montre les chambres des autres, puis il dit, regardez, là, toutes les autres, ils dorment, là, tout le monde dort ici en ce moment, là. Venez-vous-en, on va se recoucher. Fait que là, il couche encore. Puis il se relève. Donc là, finalement, il vient me voir et il dit, écoute, on peut-tu donner un somnifère parce qu'il ne dort pas puis il va déranger tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, dans une telle situation? En fait, ce qu'on voit dans l'exemple qui vous a été donné, c'est vraiment une approche rationnelle, basée sur la communication, dans laquelle l'intervenant, il a plein de bonne volonté, mais il n'y a pas le bon modèle théorique dans sa tête, si on veut, pour intervenir. Parce qu'il essaie d'éliminer le comportement, il essaie d'éliminer le comportement par des arguments rationnels chez une personne, finalement, que la maladie a fait son œuvre, puis que sa compréhension n'est plus au même point que vous, fait qu'elle ne peut pas comprendre vos arguments, elle n'est pas sensible à ces arguments-là. Donc, fait que l'argumentaire ne fonctionne pas, mais en plus, bien, elle se lève, vous avez pris pour acquis qu'elle se lève parce qu'elle ne sait pas que c'est la nuit. Mais en réalité, la vision du besoin compromis va nous dire, attention, la personne, quand elle se lève, c'est la manifestation d'un besoin compromis. Donc, vous devez essayer de comprendre, c'est quoi la cause? Quelle est la cause? Pourquoi elle s'est levée? Alors, évidemment, on est des humains, on a des biorhythmes qui se ressemblent pas mal,
Ce qui fait que les gens qui se lèvent à 23 heures, là, pour les gens qui ont de l'expérience, on le sait bien que ça tourne toujours autour pas mal de la même chose. Hein? Ils ont chaud, ils ont froid, ou ils ont faim, ou ils ont soif, ou ils sont inconfortables, ou encore ils ont besoin d'aller aux toilettes. Puis quand on répond à ces besoins-là, bien, généralement, quand la personne a la recouche confortablement, elle va passer la nuit. Okay? Donc, c'est un préposé d'expérience dans la même situation, quand la personne s'est levée, bien, il aurait offert à boire, il aurait offert à manger, il l'aurait amené aux toilettes, il s'aurait assuré que, mettons que la personne, c'est une personne qui a de l'incontinence, mais que sa culotte, elle est correcte et tout ça, pour, quand il la recouche, qu'elle soit confortable. Et donc, c'est juste l'impact d'avoir le bon modèle explicatif des comportements pour savoir comment intervenir. Alors, ici, vous voyez les exemples de besoins compromis, tu sais, la soif, la faim, la fatigue, s'endort, besoin d'aller aux toilettes, le chaud-froid, la douleur. Des fois, ça peut être des problèmes physiques. Hein? On a des biorhythmes. Comme vous savez, quand on se couche, tout notre corps, là, il se détend et tout ça. La fréquence cardiaque ralentit, respiratoire, tout ça. Mais il y a le système digestif que lui, c'est le seul système que lui, il va s'activer parce que lui, justement, il envoie des nutriments partout. Mais ça occasionne chez certaines personnes des brûlements d'estomac, des problèmes digestifs et tout ça. Donc, ça va arriver qu'il y a des gens qui vont se lever malgré qu'on a tout répondu aux besoins, qu'il faut continuer à investiguer, creuser, parce que là, on dit, ben là, il y a quelque chose, hein, il se passe de quoi. Puis, c'est pas un somnifère qui va corriger un problème digestif relié à un biorhythme. Donc, c'est là qu'on tombe dans la complexité, où est-ce que l'approche va régler la majorité de nos problèmes, mais parfois, il faut creuser un petit peu plus pour comprendre. Ensuite de ça, il peut y avoir des causes psychologiques aussi. Hein. La personne s'est levée, peut-être que si elle est dans un nouvel environnement, dans une chambre qui est aucunement personnalisée, elle regarde autour d'elle, elle ne sait pas où elle veut s'en aller, elle, parce qu'elle ne se sent pas bien, elle peut avoir des peurs. Bien évidemment, pour combattre ça, c'est qu'il faut personnaliser les chambres, il faut mettre des repères identitaires et tout ça pour favoriser qu'elle se sente chez elle, qu'elle se sente bien. Donc ça, c'est des exemples de causes psychologiques. Il y a des causes environnementales aussi qui peuvent être de la surstimulation, de la sous-stimulation. Ça se peut que la personne s'est levée aussi parce qu'il y a une lumière, il y a un petit party dans une chambre d'un autre résident de la résidence, par exemple, ou il y a quelque chose, il y a des activités au salon, sont au domicile. Fait qu'elle se lève, puis la personne dit « Non, il faut aller se coucher, tu es couché à cette heure-là habituellement, mais oui, mais lui, il veut participer au party comme les autres. » Donc, la stimulation peut l'amener aussi à avoir des comportements, puis là, on pourrait interpréter de façon erronée un comportement tout à fait normal qu'on voit chez toute personne intéressée. Si il se passe quelque chose chez vous, il y a des bonnes chances que vous vouliez aller voir ce qui se passe, même si c'est la nuit, même si c'est l'heure que vous vous couchez habituellement. Donc, la manifestation des besoins compromis, chercher les besoins compromis, nous amène aussi à interpréter d'une manière assez normalisée certains comportements que par le passé, on pouvait appeler des troubles du comportement. Puis évidemment, il y a des causes interactionnelles. Puis les causes interactionnelles, bien, c'est tout ce qui a trait à l'approche. Une approche qui est pas adéquate. Et ça, vraiment, par l'éducation, par la formation, on est capable vraiment de changer la donne à ce niveau-là. Donc, une autre petite matière à réflexion, vous avez un aîné qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, puis lui, il détruit tout de ses mains, tous les objets de sa chambre. Donc ça, c'est plus qu'un cas, mais un cas, par exemple, d'une personne qu'on avait eue c'était ça la situation. On me dit, écoutez, il me dit, Philippe, c'est vraiment un gros cas qu'on a. Il y en a un qui avait arraché le lavabo en tant que tel. Donc, c'est sûr, c'est impressionnant. Puis là, on se dit, hey, ça, c'est un cas grave, c'est un cas dangereux. Mais son niveau de sous-stimulation et d'ennui était tellement important que c'est pour ça qu'il faisait ça. En fait, la personne, son histoire biographique, c'était une personne qui travaillait plus de ses mains, plombier, tout ça. Donc, il cherchait de l'ouvrage, il cherchait du travail parce que dans l'unité, dans le milieu de vie, il se passait rien. Puis des fois, avec les personnes qui ont des troubles cognitifs, qu'on ne voit pas toujours leur potentiel résiduel, leur capacité, bien, on veut qu'ils soient propres, qu'ils soient assis, qu'ils soient confortables, mais pas toujours occupés. Alors que l'occupation est super important si on veut avoir des gens qui sont heureux, qui ont une bonne qualité de vie, mais aussi qui n'ont pas des troubles du comportement, parce qu'en fin de compte, ils sont occupés à faire des activités qui les valorisent. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% du temps, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien.
Alors, vous comprenez que ça fait long sur une journée où est-ce que 50% du temps, on ne fait rien. Puis après ça, dans le 50% qui reste, il y a beaucoup d'activités qui sont reliées à s'habiller, se laver et tout ça. Donc, tout ce qui est un peu plus relié à la valorisation, à la réalisation de son potentiel humain, ben c'est plus rare. Ben, ces gens-là sont des humains à part entière. Fait qu'il faut trouver des activités à leur capacité pour qu'ils soient occupés. Alors, quels sont les moyens pour prévenir les SCPD? Donc, comme vous le voyez ici, ça, c'est l'arbre décisionnel qui guide notre façon d'appréhender les situations des comportements. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, la première étape en haut, vous voyez que ça, c'est l'approche. L'approche est-elle appropriée? Ça devrait toujours être la première chose qu'on s'intéresse parce que l'approche, 90% des SCPD qu'on voit en pratique sont reliés à l'approche parce que les gens n'ont pas adopté la bonne approche avec la personne et que finalement, contre leur gré, ils sont la cause des SCPD. Donc, si l'approche n'est pas appropriée, il faut modifier l'approche. Ça ne donne rien de continuer d'aller plus loin. Il faut vraiment travailler au niveau de l'approche. Si l'approche est adéquate, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'intervenir? Okay? Donc, là, on parle du recadrage. Parce que si la personne, comme tantôt, on voyait que jouait dans sa nourriture, dans ses aliments, parce qu'il y avait des épices, puis on disait, là, il faut faire quelque chose pour plus qu'elle joue dans sa nourriture, qu'elle manipule les aliments. Là, on veut se faire un plan. Des fois, c'est non, attends un petit peu. Là. On ne mettra plus d'épices, ça finit là. On n'a pas un gros dossier, on n'a pas un gros cas. Il faut juste s'adapter à la personne. On s'assure que les repas sont savoureux, mais qu'il n'y a pas des grosses épices qui peuvent apporter des illusions. Si on peut changer la vision des gens par rapport à la problématique, ça arrive fréquemment, là, des cas où est-ce que les gens nous consultent pour demander, on a une personne qui s'assoit par terre, puis pouvez-vous nous aider? S'assoit par terre. OK. Est-ce qu'elle chute? Non. Est-ce qu'elle se relève? Oui, après 10-15 minutes. OK. Est-ce que ça dérange des gens? Non. Est-ce que c'est dangereux pour les autres? Non. Donc, vous me dites que le comportement qu'elle a est un peu bizarre? Oui. OK. Mais c'est sûr qu'avec des problèmes cognitifs, des fois apparaissent des petits comportements bizarres. Il faut savoir composer avec, il ne faut pas les dramatiser. Puis, dans un tel cas, c'est surtout de dans ce cas-là, entre autres, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de... Nous, on a fait mettre des bancs de parc tout simplement dans le corridor pour que la personne puisse s'asseoir. Donc, ces deux étapes-là peuvent régler beaucoup de situations juste par une bonne compréhension de la maladie et de ses effets sur la personne qui nous amène à prendre des décisions éclairées. Si on n'a pas le choix, tous les comportements restent présents, on a une bonne approche, le recadrage n'est pas possible, là, il faut faire une bonne évaluation de la situation, il faut planifier des interventions selon des critères précis, puis après ça, réévaluer. Alors, on a M. Côté, lui, est atteint de la maladie d'Alzheimer, puis lui, il vient d'être admis à votre unité. Quand M. Côté devrait-il commencer sa participation aux activités de loisirs? Parce que là, vous dites, nous, on a tellement un extraordinaire programme de loisirs, on veut qu'il commence dans les 48 heures. En fait, ça, c'est un exemple d'un cas, justement, d'un monsieur qu'on m'avait consulté pour dire, peux-tu nous aider? Est-ce qu'il ferait une dépression gériatrique qui serait camouflée à l'intérieur de sa maladie et tout ça? Mais il y avait une étape bien simple qui n'avait pas été faite au départ, c'était l'histoire biographique. L'histoire biographique, mais il faut comprendre les gens. C'est pas un groupe homogène, les personnes âgées. Ils ont toute leur histoire de vie, ils ont toute leur personnalité, leur intérêt. Et ce monsieur-là, des activités de groupe, là, de popote, de musique, de lecture, ça allait tellement pas rechercher qui il était que moi, en faisant l'histoire biographique, très clairement, on a vu que les activités proposées ne correspondaient pas à ses intérêts. Et c'est ce qui expliquait qu'il s'en allait toujours de l'activité en tant que telle. Donc, l'histoire biographique, c'est un point majeur qu'on doit faire dans l'accompagnement de toute personne qui a la maladie pour savoir à qui on a affaire pour interpréter correctement. Parce qu'on arrive des fois dans des situations où est-ce qu'on est rendu en CHSLD, on a une personne qui a des comportements d'agressivité importants lors des soins d'hygiène et l'histoire biographique n'a pas été faite. Et là, on nous interpelle pour aller les aider, pour les accompagner. Première étape qu'on fait, on dit on veut voir l'histoire biographique. L'histoire biographique, de quoi vous parlez?
Alors, on fait l'histoire biographique. Finalement, il sort de l'histoire biographique que cette dame, mais en fait, elle avait été victime d'abus, abus sexuels et tout. Donc, de toute évidence, les soins d'hygiène, c'était normal, si on peut qualifier ça ainsi, là, qu'elle ait ces réactions-là d'agressivité, puis qu'elle sentait vraiment, là, elle se sentait violée dans les soins d'hygiène. Fait qu'on a vraiment changé complètement la façon de lui prodiguer les soins d'hygiène, mais faut savoir à qui on a affaire si on veut interpréter correctement les comportements. Parce que si on n'a pas ces éléments d'information-là, comme eux, ils ne l'avaient pas, bien, ils étaient très handicapés dans leur capacité à changer les choses. Puis évidemment, ce qui était fascinant pour eux avec cette dame, c'est qu'ils disaient elle se comporte bien lors des repas, elle se comporte bien lors des soins bucco-dentaires, elle se comporte bien dans les activités, dans les salles communes, etc. Mais c'est vraiment lors du changement de culotte, puis lors des soins d'hygiène. Bien sûr, c'est là qu'on avait des moments de nudité, puis on rentrait complètement dans son intimité. Donc, l'histoire biographique, fondamentale. Alors ici encore, on avait une situation de dire « Ah, il y a des comportements d'agressivité. » Cette dame, finalement, recevait des antipsychotiques, mais elle avait été victime d'abus sexuels. Donc, c'est sûr que les antipsychotiques ne corrigent pas des abus sexuels. Il faut changer notre approche, tout simplement. Alors, vous avez ici un autre cas, par exemple, d'un monsieur qui n'accepte pas beaucoup vos propositions. Il refuse toutes les demandes. Venez au salon, dehors, venez manger, venez à la toilette. Les préposés ne sont pas en mesure de donner les soins d'hygiène. Ils refusent les médicaments. Ils refusent les soins de plaie de l'infirmière. Il y a souvent une escalade. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire dans un tel cas? Alors ça, c'est une situation qu'on avait eue à l'équipe de mentorat du Centre d'excellence au Vieillissement de Québec et nous demande d'aller les aider par rapport à cette personne-là qui refuse tout, qui amène l'escalade avec de l'agressivité. Alors, première étape, on est allé faire l'histoire biographique. Alors, l'histoire biographique, qu'est-ce qui sort? Ancien maire de village, propriétaire d'une entreprise très importante du village, père de 14 enfants. Alors, très clairement, lui, les ordres, il les donne, il les reçoit pas. Donc, même dire simplement, mettons, je dis ça, c'est des noms hypothétiques, là, OK? Par exemple, la conjointe ou la fille qui dit « Viens-t'en, Gaétan » ou « Viens-t'en, papa, c'est le temps d'aller manger », ça, c'est un ordre, ça, pour lui. Donc, il répond pas bien à la formulation de la demande. OK? Donc, il faut changer les formulations de la demande. Puis ça, on a des cas dans notre pratique, des multiples exemples, que c'est important de savoir comment présenter des demandes aux personnes qui ont plus un profil autoritaire, qui ont été plus des gens qui ont été directifs, qui justement n'avaient pas tendance à recevoir des ordres, mais d'en donner surtout. Donc, l'approche qu'on fait dans un tel cas, c'est les stratégies décisionnelles. Les stratégies décisionnelles, finalement, c'est de toujours demander la permission. Parce qu'on ne se rend pas compte, là, les professionnels de la santé, où on est un petit peu des petits boss. On est autant des petits boss un peu, où est-ce qu'on va dire à la personne, « Madame Côté, venez vous asseoir ici, là. Je vais écouter vos poumons, là. Avancez-vous, OK? Levez votre chandail. » On est tout le temps en train de donner des ordres. Avec les patients, les résidents qui n'ont pas de problème cognitif, ils font la part des choses. Parce qu'ils savent qu'on est là pour les aider. Mais la personne qui a maladie d'Alzheimer, elle ne se sent pas malade. Fait qu'elle ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qu'elle est prête de faire là? Qu'est-ce qu'elle me dit de faire? Fait qu'il y a des gens qui vont résister de par la formulation. Ce qu'on fait, là, il faut cogner à la porte, il faut avoir la capture attentionnelle. Vous dire, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que vous permettez que je m'assoie ici? Est-ce que je pourrais écouter vos poumons? On est tout le temps en train de formuler nos demandes sous forme de permettre à la personne de prendre une décision. Et dans le cas du maire du village que je viens de voir, bien, avec ça, là, ça a tout réglé les problèmes que les proches, les intervenants avaient, parce que finalement, justement, il était trop directif avec lui. Puis en changeant juste la donne, cette donne-là, ça a transformé leur relation avec. La fille, elle disait, écoute, il pense qu'on est tous à ses ordres maintenant, qu'on est ses servantes, ça va super bien, on lui fait faire tout ce qu'on veut, mais c'est parce qu'on le formule différemment. Tu sais? Fait que là, ils m'ont dit, ben, est-ce que tu aimerais ça que je te prépare un poulet pour dîner? Oui. Ah, ben là, il prépare le poulet. Vous comprenez? Fait que là, est-ce que tu aimerais manger en ce moment? Est-ce que tu aimerais ça que je t'amène ton dîner? Oui. Il prend la décision. C'est simple, mais c'est différent de dire viens manger ton poulet, viens t'asseoir et ainsi de suite. Pour certaines de nos personnes avec un profil particulier, bien, ça ne fonctionne pas, cette approche-là.
d'être directif. Il faut avoir des bons réflexes également. Vous avez une personne qui tient un mur. Elle a les deux mains dessus, là, puis elle dit, écoute, le mur va tomber. Éloignez-vous, il y a du danger, allez-vous-en. Bien là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, dès qu'on s'approche, là, il devient encore plus anxieux, quasiment agressif, là, puis il lève le ton, allez-vous-en de là. Alors, des fois, les gens vont dire, ben non, regarde, le mur, là, je touche, il est dur, il n'y a pas de problème de construction, vous vous inquiétez pour rien. Donc, on est dans une approche de raisonnement. Malheureusement, c'est une vulnérabilité qui ont la maladie, ce raisonnement-là, ces liens-là, la capacité d'abstraction, c'est tout atteint, ça. Donc, nos réflexes conditionnés comme intervenants depuis notre naissance, de dire, ben, je vais dans le rationnel, je communique avec des mots, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, dans un tel cas, ce qu'on suggère de faire, c'est plutôt de rentrer dans la réalité de la personne, accueillir ses émotions, puis régler les problèmes tels qu'ils se trouvent dans sa réalité. Fait que le monsieur, à la place de lui dire que le mur il est solide, c'est de dire « Hey, merci monsieur », puis là, vous tenez le mur avec la personne. Puis là, vous êtes une chance que vous êtes là. Puis là, vous créez un contact visuel, vous créez une relation avec la personne, vous n'êtes pas menaçante, et là, bien lui, comme vous êtes en accord avec lui, ben il y a un lien de confiance qui peut se bâtir. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est de ne pas contredire ses émotions par des arguments rationnels si ça ne fonctionne pas. La deuxième étape, parce qu'on ne veut pas passer la journée sur le mur, évidemment, mais il faut faire une diversion. Donc, à ce moment-là, dans ce cas-là, qui m'est arrivé, c'était à l'hôpital général, qui est un CHSLD, bien là, j'ai demandé à des préposés de tenir le mur. Fait que là, après ça, là, il y avait des personnes qui tenaient le mur. Fait que là, j'ai dit, mettons, monsieur Côté, nous voit avec moi, on va aller voir si les autres murs sont adéquats. Donc, je reste dans sa réalité, mais j'ai des préposés qui tiennent le mur. Donc, je viens contrôler son anxiété. Et là, bien, quand on a tourné le coin, bien, là, c'était le moment du souper. Il y avait le repas qui était en train de se servir. Donc, je l'ai amené, j'ai fait une diversion tangible. Donc, j'ai occupé ses pensées par une autre activité, mais cette activité-là devait être suffisamment importante pour pouvoir tasser sa crainte que le mur tombe. Donc, c'est ça qu'on fait de la diversion à ce moment-là. Et de cette manière-là, on a pu l'asseoir, la soupe est arrivée et il a pu prendre son repas. Donc, validation, diversion. Vous comprenez que si les gens n'ont pas cette approche-là, bien là, ils vont dire au monsieur, monsieur, c'est temps d'aller souper, venez-vous-en. Non, le mur est correct, venez-vous-en. Puis là, ils vont peut-être prendre le bras, ils vont peut-être tirer un petit peu dessus. Oups, monsieur donne un coup, il est agressif, on donne des antipsychotiques et voilà, le cercle vicieux est commencé. Pourtant, c'est juste l'approche. Les gens vont dire, non, il est vraiment agressif, ce monsieur-là, il m'a frappé. Dis-moi pas que c'est pas agressif, il m'a frappé. Ouais, mais tout a commencé par la mauvaise approche. Donc, des diversions tangibles qu'on utilise des fois, il y a des gens qui rentrent dans les chambres des autres. On avait un monsieur, nous, qui était un passionné de pêche. Bien, pour le faire sortir de la chambre des autres, on y amenait sa canne à pêche. Puis on disait, notre canne à pêche est brisée, voulez-vous nous aider? Fait que de cette manière-là, par un intérêt, il nous suivait. Donc, on a M. Côté qui refuse de changer le haut de son pyjama, lui. OK? Puis là, il est souillé, là, son haut de pyjama, puis on dit, écoutez, là, il faut changer votre haut de pyjama. Là. C'est important d'avoir un haut de pyjama qui est propre. Et c'est ça qu'on veut faire. Fait que là, monsieur, il veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pour ça qu'on a créé un modèle de gestion du refus, dans lequel, finalement, on guide les gens, ça peut être des proches, des préposés, ça peut être n'importe qui, finalement, n'importe quel professionnel de la santé. On dit changer la formulation de la demande. Des fois, c'est juste le vocabulaire. Des fois, on va dire, fais plus des principes de la méthode discontinue, la deuxième étape. Donc, on va dire de prendre une petite pause de 30 secondes, après ça, on recommence. Des fois, ça va être en changeant de soignant, un collègue. C'est sûr, c'est le proche aidant, tout seul à domicile, on ne peut pas. Fait qu'on s'en va à l'autre étape. Puis on va évaluer la nécessité de l'intervention. Si on disait, on va changer l'autre pyjama, ça n'a pas de bon sens, il est sale. Mais finalement, ça nous dérange, nous, que l'autre pyjama est sale. Lui, ça ne le dérange pas. Puis s'il n'y a pas de danger associé à. Fait que dans ce temps-là, on va dire, regarde, ça peut attendre, on va remettre ça plus tard. Ce qu'il pourrait faire, dans la limite que la personne ait le même pyjama, sale, le haut, toute la journée, que ce soit juste au coucher qu'on soit capable de changer. Parce qu'on vise une approche où est-ce qu'on respecte le sentiment des personnes, puis notre objectif, c'est sa qualité de vie, c'est son bien-être. Donc, la pesée qu'on doit avoir, c'est de dire, non, c'est inacceptable de garder un haut pyjama sale, donc vous allez vous mettre à deux, puis vous allez changer son pyjama.
OK, le résultat, c'est qu'un monsieur, effectivement, il aura un chandail après propre. Mais j'ai un monsieur qui est fâché, qui est fru, qui se sent pas bien, qui va passer une mauvaise journée sur le plan émotionnel, mais nous, on est contents, il y a un chandail propre. Ce qu'il faut renverser, c'est de dire, pour aujourd'hui, on va tolérer le haut pyjama sale, mais sauf qu'il participe aux activités, il mange, bien, ça, c'est les résultats plus importants pour lui, donc pour nous. Mais si c'est qui est diabétique, puis que là, c'est de l'insuline, parce que là, c'est sa santé qui en dépend, bien là, on n'a pas comme le choix. Là, on va donner un 20-45 minutes de pause, puis par la suite, on va recommencer le processus d'en haut. Puis ça se pourrait que, dans un tel cas, qu'on en arrive avec le consentement substitué du proche à dire, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On y va-tu? Fait que là, on essaie de faire la meilleure intervention possible, mais il faut lui donner son insuline. On ne veut pas qu'il fasse un coma diabétique. Fait que là, on est un petit peu pris dans ce temps-là. Fait que c'est des situations qui peuvent arriver. Donc, on continue. Dans votre maisonnée, une résidente âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer veut toujours prendre un couteau dans la cuisine. Le personnel tente de faire de la diversion et la validation sans succès. La résidente persiste à prendre un couteau. Là, c'est grave, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La personne veut prendre un couteau. Mais comme je vous parlais tantôt, c'est le recadrage. Parce que dans le domaine de la santé, nous, on a peur de tout. OK? On a des craintes incroyables. Mais lorsqu'on regarde des beaux milieux comme Carpe Diem à Trois-Rivières, mais après ça, tous les villages Alzheimer qu'on retrouve dans d'autres pays, aux Pays-Bas, en Italie, etc., bien, en fait, les gens, ils font la cuisine. Ils coupent des légumes, etc. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un danger réel, danger immédiat? Est-ce qu'elle est menaçante ou qu'est-ce qu'elle veut faire avec le couteau? Si elle veut faire de la cuisine, bien là, faisons-la participer à une activité de cuisine plutôt que toujours contraindre, limiter, etc. Donc, ça prend beaucoup de jugement, ça prend un travail avec les familles pour arriver à composer avec une situation qu'on dit, bien, si je veux le risque zéro, bien finalement, je vais me retrouver qu'il n'y aura plus beaucoup de vie parce qu'on va être dans un milieu stérile puis on va se retrouver avec un peu ce qu'on connaît, des grands corridors blancs avec rien puis que finalement les gens s'ennuient, mais ils ne se blessent pas, par exemple. Donc, si jamais, malgré nos bonnes approches, on n'est pas en mesure de corriger la situation, bien, il faut trouver la cause. Alors, si vous allez voir le guide québécois que j'ai co-présidé avec la docteure Marie-André Bruno, donc c'est le guide sur toute la prise en charge des troubles du comportement, bien, ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours traiter la cause et selon la cause, bien, finalement, il y a un ensemble d'interventions possibles. Donc, par exemple, personne qui s'ennuie, qui cherche des rapports sociaux, bien, c'est sûr que la thérapie occupationnelle, c'est quelque chose de très important. Nous, on avait un monsieur, à un moment donné, qui s'ennuyait, qui quittait la chambre, etc. Puis, ce qui sortait de son histoire biographique, il était un passionné de baseball. Mais finalement, on lui a donné, premièrement, des objets entourant le baseball, des gants de baseball, etc. Mais on lui faisait jouer des expos. Parce qu'en fait, la série mondiale des années 80 et tout ça, là, que les expos ont presque été là, bien, on est allé chercher des enregistrements des expos de Montréal, puis on lui faisait jouer ça. Et lui, par un effet de réminiscence, bien, ça l'attirait énormément son attention, ça l'occupait, ça le satisfaisait. Donc, c'est de même qu'à la place de contraindre une personne, de l'isoler, de mettre une demi-porte ou autre, bien, en fin de compte, il faut essayer de l'intéresser. Si jamais c'est la solitude qui est la cause, il existe plusieurs interventions. C'est ça que des fois, il y a des gens qui pensent beaucoup aux médicaments, mais il y a beaucoup d'autres interventions non pharmacologiques qui sont disponibles. Donc, une personne qui se ennuie, qui reste sous-stimulée, qui a de la solitude, bien évidemment, les contacts 1 à 1, c'est ce qui est le meilleur. Il peut y avoir de la zoothérapie, mais il peut aussi y avoir de la présence simulée. La famille peut enregistrer des vidéos, on fait jouer des vidéos à des moments précis. On a des belles études qui ont été faites par des psychologues où est-ce qu'on voit l'impact de vidéos faites de façon adéquate là, pour les membres de la famille qu'on fait jouer à des moments stratégiques. Ça a des effets importants, diminuant de 50 à 60 les comportements d'agitation verbale, par exemple. Donc, les médicaments, est-ce que ça a une place? En fait, les médicaments, ils peuvent être appropriés pour une courte durée, vraiment à court terme. C'est tout simplement lorsque les symptômes psychotiques ou d'agressivité qui entraînent un danger pour le résident ou autrui.
et ne répondent pas aux interventions non pharmacologiques individualisées. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, tout psychotrope confondu dans le village Alzheimer, c'est 5 d'utilisation. Au Québec, on est environ à 30 de benzodiazépines, 30 d'antidépresseurs, 40 d'antipsychotiques. Fait que vous voyez qu'il nous reste du travail à faire parce qu'il faudrait au moins arriver à être en bas de 10 Ils sont inefficaces pour des cris, des mouvements répétitifs, les troubles de sommeil, l'errance, la résistance aux soins d'hygiène. Ça, c'est important par rapport, entre autres, aux médicaments PRN parce que des fois, on voit ça dans les milieux cliniques. Les gens ils vont dire, ben, on peut-tu les donner pour prévenir ces comportements d'agitation lors des soins d'hygiène? Mais le guide là, de l'INES le dit très clairement, là, on ne peut pas utiliser ça de manière préventive. Il n'y a aucune preuve scientifique à cet égard. Puis les personnes qui prennent des médicaments antipsychotiques, parce qu'on a deux problèmes. On a une utilisation trop fréquente. Puis quand les gens consomment l'antipsychotique par rapport aux troubles du comportement, bien, on n'a pas tendance à le réduire, à le retirer. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est même après 3 mois là, ou plus de stabilité comportementale. Donc, ça, c'est des gens chez qui on a donné le médicament, puis ça les a aidés. Donc, c'était bénéfique, là, parce qu'il était dangereux, là, il était agressif, etc. Puis toutes nos interventions non pharmacologiques n'ont pas fonctionné. Puis le médicament, ben écoute, ça a fonctionné, la personne, elle s'est calmée, tout ça. Mais là, les gens des milieux vont dire « Hey, on ne touche pas à ça, parce que là, écoute, ça a été efficace, fait qu'il ne faut surtout pas toucher à ça. » Les études scientifiques qui sont faites en suivi nous montrent que ben, au-delà de 3 mois d'usage continu comme ça, ça devient à peu près équivalent au placebo. Donc, mais sauf qu'il y a tous les effets secondaires qui sont encore là, les effets extrapyramidaux, les risques de chute, les risques de mortalité. Donc, il y a un paquet de problèmes qui sont encore présents. Donc, c'est pour ça que on recommande la déprescription, une tentative là, à tous les 3 mois. Alors, pour conclure, mes messages clés que je voulais vous transmettre, c'est que les SCPD, ben, c'est une manifestation d'un besoin compromis. La démarche clinique, en fait, c'est pas de l'essai-erreur, c'est pas de l'improvisation, c'est pas qu'il y en a qui l'ont puis il y en a qui l'ont pas. C'est davantage qu'il y a vraiment une démarche, il y a une approche, il y a des connaissances qu'on doit avoir qui vont faire en sorte qu'on va obtenir de meilleurs résultats. Là-dessus, je vous remercie de votre attention et j'imagine qu'on ouvre la période de questions et je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a le chat qui est ici. As-tu des questions là-dessus? Bravo, Philippe. Bon, ben merci. Merci. C'est le premier que j'ai vu. C'est quand même le fun. Je ne suis pas au micro. Pouvez-vous connecter? Non. Donc... OK, donc il n'y a pas de questions ici. Pouvons-nous avoir accès à votre PowerPoint pour former nos employés? La réponse, c'est oui, parce que je l'ai transmis déjà à la Société d'Alzheimer, la Fédération, et j'ai compris qu'ils vont vous partager même la vidéo que vous allez être en mesure d'utiliser. Ah, j'ai qui prend la parole. Alors, conférence forte appréciée avec les mises en situation. Je pense que c'était important également que ce soit des cas concrets pour aider les participants dans leur pratique. Alors, bravo, très belle présentation. Ben, merci beaucoup là pour tous ces commentaires qui vous sont adressés. Pendant qu'on prend vos questions et si vous avez une question directement à Dr Boyer, n'hésitez pas à prendre la parole. Ça serait si vous pouviez répondre là à un petit sondage déjà si vous êtes seul ou à plusieurs là à y participer et également excusez-moi, si le webinaire a répondu également à vos attentes. Donc n'hésitez pas à participer là. C'est ouvert. Voilà, donc
Écoutez, là, je pense que le message est assez clair, docteur Voyer, par rapport à votre présentation. C'est vraiment un retour à l'approche de base, un retour à la communication. C'est l'approche que les intervenants devraient avoir avec les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. C'est ça qu'il faut prioriser et essayer, comme vous le mentionnez très bien, de réduire l'utilisation d'antipsychotiques, de benzodiazépines. Il y a d'ailleurs une approche, à savoir Opus AP, qui est actuellement en cours dans certains CHSLD pilotes, et on entre également dans la deuxième phase où ça sera un plus grand nombre de CHSLD qui vont y participer. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie de réduire leur utilisation. Oui. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. Donc, écoutez, oui, on a une personne. Allez-y si vous voulez prendre la parole, la personne Alzheimer. Allez-y, monsieur, monsieur ou madame, si vous voulez parler. Et salutations en attendant aux étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne. C'est le fun, ça? Wow! Oui, on avait également des personnes de la France qui se sont inscrits, oui. Donc, je pense que votre expertise au-delà du Québec. J'espère qu'ils ont tout compris, malgré mon accent fort québécois, que si j'avais su qu'il y avait des Français, je m'aurais appliqué encore plus. Alors, n'hésitez pas à écrire ou parler directement. Donc, bravo, très belle présentation. Bon, c'est que votre présentation, en fait, a été très claire, j'imagine. On l'espère. Il y a peut-être quelque chose sur laquelle j'aimerais vous voir réagir. Les personnes, lorsqu'on essaye d'implanter le changement, notamment avec un retour à l'approche de base, le recours aux approches non pharmacologiques, justement toutes les techniques que vous avez mentionnées, parfois, c'est très bien instauré au début parce qu'il y a justement cette formation peut-être nouvelle, ce mentorat, ce coaching qui est également présent. Mais au fur et à mesure que les personnes sont dans la pratique de tous les jours, on a tendance à voir une régression dans la pratique et un retour à des réflexes qui avaient été corrigés par justement cette intervention-là. Comment finalement est-ce qu'on peut réussir à changer les pratiques et que ce soit vraiment quelque chose qui soit instauré dans la façon de faire des intervenants? Oui. En fait, c'est drôle que vous me parlez de ça parce que je suis actuellement, j'accompagne 2 organisations. Pour relever un peu le défi, je leur ai dit comment qu'on peut faire pour que vous soyez capable de former les gens quotidiennement et à long terme et avec tous les nouveaux employés. Parce que vous comprenez que tout l'accompagnement des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer dans la majorité de nos milieux cliniques, des acteurs très importants, c'est les préposés, que ce soit à l'hôpital, que ce soit ce qu'on appelle les AS qui vont en soutien à domicile, ceux qui sont dans les centres de jour, dans les CHSLD, partout, dans les résidences ou personnes âgées. Bon. Et il y a un roulement d'employés important. Faut qu'on engage ces gens-là puis qu'ils rapidement arrivent sur le terrain. Après ça, si on veut les libérer pour les former, il faut des fois mettre du temps supplémentaire. Alors, il y a des gros enjeux à ce niveau-là. Et là, on est en train d'expérimenter vraiment de faire de la formation, mais par petites capsules. Donc, parce qu'il y a certaines études en formation continue, qui nous montrent qu'un élément important, c'est la fréquence. De toujours répéter des messages sous différents angles complémentaires, mais qu'il y a une récurrence.
Et eux, ce qu'ils me disaient, ils disaient, écoute, nous, on est capable au quotidien. L'intervenant, lui, il va peut-être en prendre une par 2 semaines, mais une capsule de 20 minutes qui va passer de la théorie. Comme vous voyez, là, j'ai fait comme 1 heure avec vous. Mais il est possible de découper en 20 minutes le contenu de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Puis en fait, il y a beaucoup de contenu qu'on est capable de donner par rapport à ça. Donc, c'est de rendre accessible, mais d'une manière que vraiment les gestionnaires, c'est possible d'intégrer ça au quotidien, donc sans coût supplémentaire. Donc ça, c'est un défi, mais il va toujours rester au-delà de ça la partie coaching, la partie modèle de rôle, donc d'avoir des leaders sur le terrain qui sont en mesure de jouer justement un modèle de rôle et les accompagner dans les situations difficiles. Donc, c'est le seul moyen, c'est de prévoir à long terme des stratégies d'intégration. Sinon, il y a des belles études qui ont été faites, en particulier sur les SCPD, avec des programmes de formation, où ils ont comparé un programme, les 2 mêmes programmes au départ, puis il y en a un qui avait des activités de mentorat à intervalles réguliers. Et évidemment, 1 an plus tard, c'était celui qui avait les périodes de coaching dont les résultats étaient le plus significatifs. Donc, c'est une stratégie, mais dans le contexte particulier québécois, c'est-à-dire que la stratégie théorique pour le faire m'apparaît assez simple, c'est multimodal, c'est avec du coaching, c'est avec différentes formations et tout ça, mais dans la vraie vie, quand on parle avec des vrais gestionnaires qui doivent le mettre en application, bien là, il faut monter de la souplesse, il faut essayer de trouver des stratégies qui vont faire en sorte que nos modèles qui peuvent apparaître une certaine utopie, bien, il faut qu'on trouve une solution pour que les gens terrain puissent le faire. Exactement, puisque vous l'avez très bien mentionné, là, le roulement de personnel, exactement, aussi la charge de travail qui parfois devient de plus importante, aussi peut-être l'état avancé aussi des patients qui, je crois, qui de plus en plus devient un défi au niveau des CHSLD. Donc, je pense que c'est toutes ces combinaisons-là qui font que un retour à une approche aussi je vais pas dire simple pour ne pas parce que c'est aussi compliqué de la mettre en place sur le terrain. Ça vaut la peine d'être suivi, notamment pour la rétention de personnel, pour justement une meilleure qualité de vie également des résidents. Donc, je pense que c'est effectivement la voie à suivre. Oui, absolument. Il y a eu des questions par rapport aux effets secondaires de donner un petit peu plus de détails sur les antipsychotiques, entre autres. Bien, les antipsychotiques amènent justement, on connaît les problèmes reliés aux chutes, amènent ce qu'on appelle la dystonie des contractures douloureuses. Ils peuvent amener par de la dyskinésie tardive, ça c'est des gestes, ça peut être orofacial ou plus au niveau périphérique, des mouvements, mais ils sont permanents, ces mouvements-là. Ça peut amener de la dysphagie. Donc, il y a beaucoup de gens qui décèdent d'effets secondaires des antipsychotiques parce que ça amène de la dysphagie et ils font une pneumonie. Et avec cette pneumonie-là, ben, ils peuvent en décéder. Il y a évidemment les AVC. On sait maintenant que ça augmente les risques d'AVC, donc ça amène aussi des décès par rapport aux antipsychotiques. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, les indications de ces médicaments-là, c'est vraiment que, ben écoute, la personne, là, elle a tellement des hallucinations, elle est tellement agressive qu'elle veut se lancer par la fenêtre. OK, ben dans un tel contexte, de donner un sédatif puissant, temporairement, ça peut être acceptable parce que le danger immédiat, il n'est pas théorique, il n'est pas un risque, c'est vrai, ça va se passer. Parce qu'autrement, les effets négatifs surpassent les effets positifs. Puis ça, c'est dit depuis 2006 dans le New England Journal of Medicine. Donc, c'est des choses là qu'on sait depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui demande aussi, je vais juste aller chercher, vous voyez regarder à différentes places, mais c'est parce que j'ai 3 écrans. Je vais juste aller chercher ça. Il y a quelqu'un qui demande où qu'on peut avoir de l'information sur ce que j'ai dit, entre autres pour les approches. Là, je suis dans ma page web. Si vous allez dans les archives, là, il y a entre autres quelque chose qu'on avait fait pour... c'est ça ici. Donc, si vous allez dans 2017, le numéro 25, vous cliquez là. OK? Il y a un document qu'on a fait pour les proches. Vous allez pouvoir le télécharger. Communiquer avec un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Puis là, toutes les approches, c'est très vulgarisé sur, ben justement, mon conjoint ne me reconnaît plus, il croit parfois que je suis sa mère. Comment dois-je réagir? Fait qu'on explique ça.
Quand nous avons des visiteurs, mon mari ne reconnaît pas toujours les gens, cela crée des malaises pour lui et l'entourage. Que puis-je faire? Donc, ce document-là, c'est gratuit, c'est tout simplement dans ma page web. Mais je vais partager justement OK. dans le courriel là, tantôt, je vais partager cette référence pour nos participants pour qu'ils y aient accès justement par la suite. Merci. Parfait, parfait. Ben, écoutez, on va peut-être arrêter là, pour respecter vraiment l'horaire et permettre à tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur l'heure de lunch, leur heure de lunch et au travail. Donc vraiment, merci beaucoup, Dr. Voyer, pour cette excellente présentation. Alors, vous recevrez dans les minutes qui suivent une courte évaluation, si vous pouviez y répondre. Et puis, vos commentaires vont nous permettre justement de préparer les prochains webinaires qui vous seront présentés. Les réponses sont anonymes, mais elles nous permettent forcément de mieux répondre à vos besoins. Et puis, grâce à vos commentaires et à votre participation très fidèle depuis ces derniers mois, alors nous sommes heureux de pouvoir continuer cette série de webinaires en vous proposant une 3e édition des conférences mémorables qui sera lancée durant le mois de janvier 2019 pour souligner le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Et exceptionnellement, le premier webinaire sera présenté le mercredi 16 janvier par Dr. Christian Bocci de l'Université de Sherbrooke. Et je vous enverrai également le lien pour pouvoir vous y inscrire tantôt. Donc, encore une fois, merci à professeur Philippe Voyer, à nos participants. Et puis, je vous souhaite vraiment une excellente fin de journée et un joyeux temps des fêtes à tous. Merci encore. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.